Dans cette première vidéo, nous allons étudier ce qui se passe lorsqu'un atome gagne de l'énergie. Alors imaginons un atome qui se trouve dans un état énergétique, on va dire le plus bas possible. Sur cet axe vertical, qui va être mon axe des énergies, je désigne cet état énergétique par l'indication E0. C'est ce qu'on appellerait pour l'atome son état fondamental. Cet axe d'énergie est croissant vers le haut. Si cet atome gagne de l'énergie, il pourrait très bien arriver, par ce gain d'énergie, à un état énergétique situé ici, un petit peu plus haut. Ça veut dire que mon atome aurait gagné exactement cette quantité d'énergie-là. Mais on peut très bien imaginer que cet atome gagne un petit peu plus d'énergie, donc qu'il se retrouve dans cet état d'énergie qui est ici. Pourquoi ne pas imaginer qu'il pourrait également se retrouver ici, dans un état d'énergie, ou là, ou encore là, ici, pourquoi pas là, et ainsi de suite. On pourrait donc imaginer que pour un atome, il existe une infinité d'états énergétiques possibles. La physique quantique nous dit l'inverse. La physique quantique nous dit que pour un atome donné, il n'existe pas une infinité d'états énergétiques possibles, mais seuls certains niveaux d'énergie sont autorisés. Par exemple, pour cet atome, on aurait le niveau E1 qui serait autorisé, le niveau E2, ici, le niveau E3. Là. Pourquoi pas un niveau E4 et E5 un petit peu supérieur. Mais pas une infinité d'états possibles. Ils sont en nombre fini. On dit que ces états d'énergie sont quantifiés. En termes de vocabulaire, E0, l'état énergétique le plus bas, est appelé l'état fondamental. Les autres états, E1, E2, E3, E4 ou E5, sont appelés les états excités de l'atome. Car quand un atome gagne de l'énergie, on dit qu'il est excité. Alors comment un atome pourrait-il gagner de l'énergie ? Ça peut se faire à la faveur de chocs avec d'autres atomes, ou un rayonnement, c'est-à-dire de la lumière, un photon, peut arriver et interagir avec cet atome. Ce photon, il peut être porteur d'une certaine quantité d'énergie. Alors imaginons qu'un photon arrive sur cet atome qui est ici, donc je représente un photon qui arrive. Ce photon, il est porteur d'une certaine énergie que je vais noter delta E. Eh bien, ce photon va pouvoir interagir avec mon atome si cette quantité d'énergie qu'il porte, delta E, correspond à un saut énergétique possible, autorisé pour mon atome. Par exemple, si delta E est exactement égal à l'écart énergétique entre le niveau 0 et 1, que je note delta E 0, 1, alors mon atome pourra gagner cette quantité d'énergie-là en absorbant le photon qui arrive. Donc l'atome va absorber le photon, et de E0, il va passer à son état excité E1. De la même manière, si c'est un photon encore plus énergétique qui arrive, et qui porte une quantité d'énergie qui serait égale exactement à l'écart entre E0 et E2, eh bien, ce photon pourrait être absorbé par mon atome. Donc quand un atome absorbe de l'énergie, il va pouvoir passer sur l'un de ces états excités. Tout dépend de la quantité d'énergie qu'il va recevoir. Mais attention, il ne peut pas recevoir n'importe quelle quantité d'énergie, il ne va pas absorber n'importe quelle quantité d'énergie. Il faut que cette quantité d'énergie qui lui est fournie corresponde à l'écart énergétique entre deux de ces niveaux d'énergie autorisés. Alors, cette énergie que porte le photon, ce delta E que porte un photon, dépend, est lié à sa fréquence. Delta E égale H nu. Voilà. Dans cette expression, nu désigne la fréquence en Hertz du photon. H, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck. Constante de Planck, du nom du physicien qui a travaillé sur ces phénomènes-là. Cette constante de Planck a une valeur qui, par définition, comme c'est une constante, sera toujours la même dans tous les calculs que nous allons mener. Donc cette constante de Planck, qui n'est d'ailleurs pas à connaître par cœur, vaut 6,63 fois 10 puissance moins 34, voilà, joules seconde. Voilà. C'est la valeur de la constante de Planck.
On a vu également dans la partie de cours précédente que la fréquence nu, elle était liée à la longueur d'onde d'un photon, nu égale c sur lambda, donc cette relation delta E égale h nu, c'est écrit aussi delta E égale h c sur lambda. Dans ce cas-là, h désigne toujours la constante de Planck, c la célérité de la lumière dans le vide, 3,0010 puissance 8 mètres secondes moins 1, et lambda désigne la longueur d'onde du photon qui arrive et qui va peut-être interagir avec l'atome. Cette longueur d'onde lambda, dans cette relation, doit être exprimée en mètres. Le delta E obtenu sera alors dans l'unité légale d'énergie, c'est-à-dire le joule. Que se passe-t-il alors si on dispose d'un certain atome qui possède des niveaux d'énergie bien déterminés, un état fondamental, un état excité par exemple E1, un état excité E2, un état excité E3, et ainsi de suite. Si je bombarde cet atome avec cette fois-ci un ensemble de photons, vous voyez, ici, j'ai un ensemble de photons qui ont tous une longueur d'onde particulière et qui vont venir peut-être interagir avec cet atome qui est ici. Ben, ces photons ne vont interagir que si l'énergie qu'ils portent, le delta E égale h nu, correspond à l'écart énergétique entre deux des niveaux d'énergie de l'atome que j'ai ici. Alors par exemple, pour pouvoir interagir avec cet atome, il faut que j'ai un photon qui porte exactement ce delta E qui est ici, c'est-à-dire le delta E 1, 0. Si j'ai un atome qui est porteur de un photon, qui est porteur de ce delta E 1, 0 ici, eh bien ce photon qui arrive, là, il pourra être absorbé par mon atome. Ça va se traduire comment dans le spectre de cette lumière qui va venir traverser ce récipient contenant ces atomes? Eh bien comme ce photon va être absorbé, je vais voir apparaître, après la traversée du gaz, quelque part, une raie d'absorption qui va apparaître de couleur noire dans le spectre. Ça correspondra à ce photon précisément qui a pu être absorbé. Si j'ai un autre photon dont l'écart énergétique correspond, par exemple ici, à l'écart qu'il y a entre les niveaux 0 à 2, donc si j'ai un petit photon ici qui arrive et qui est porteur d'un delta E qui vaut exactement le delta E 0, 2, eh bien, je vais voir que ce photon va être absorbé. Ça va se traduire dans mon spectre ici par une raie d'absorption qui va être par exemple ici dans le domaine violet. De la même manière, si j'ai un photon qui arrive et qui est porteur d'une petite quantité d'énergie, d'une plus petite quantité d'énergie ici, donc un photon qui arrive, hop, et qui porte exactement le delta E qui sépare l'état 2 de l'état 3, eh bien ce photon-là va être absorbé. Ça va se traduire dans mon spectre par une raie d'absorption qui va être dans le domaine rouge. Voilà. On voit bien se dessiner petit à petit quelque chose qu'on a vu en classe de seconde qui s'appelle un spectre de raie d'absorption. C'est ce qui se passe quand un gaz absorbe de la lumière. Il n'absorbe pas toutes les radiations, il en absorbe que certaines, que certains de ces photons. Il faut, pour être absorbé, qu'un photon apporte l'exacte quantité d'énergie pour permettre à mon atome d'effectuer une transition entre deux de ces états d'énergie autorisés. Voilà ce que nous apprend la physique quantique sur ce qui se passe quand un atome absorbe de l'énergie. Juste une petite correction sur ce document. Ici, l'appellation du delta E, comme mon atome passe bien de l'état 0 à l'état 1, il est préférable, ici, de le noter delta E 0, 1. Voilà, on passe de l'état 0 à l'état 1.